Est-ce qu'une entreprise qui gagne beaucoup d'argent prend forcément soin de ses clients? Dans le passé, j'ai souvent été déçu de l'assistance qu'on m'apportait lorsque je rencontrais un problème avec un bien ou un service. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai quelques a priori quand il s'agit de parler de service client. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de comprendre ce qui n'allait pas, pour justement pouvoir caractériser un bon service client. Du coup, j'ai réuni 3 professionnels de 3 entreprises de taille très différentes, mais qui partagent une chose en commun, l'amour qu'ils apportent aux personnes qui les supportent. Ils ont pu me dévoiler leurs secrets. Chez Green Gut, on est assez proche de notre communauté. L'idée, c'est réellement de créer un lien de confiance. Ça passe notamment avec chaque échange, chaque résolution de problématique, chaque réponse à une question. On véhicule une image. Leurs objectifs. Typiquement, rendre le client autonome, c'est quelque chose qui était assez important. En plus, quand tu grandis et tu grossis assez vite. Ou encore leurs ambitions. On est en train de regarder pour pouvoir faire de la vidéo aussi. Honnêtement, cette discussion a changé la façon dont je considérais ce rôle dans une entreprise. Je crois que ça pourrait aussi être votre cas. Adèle, Sébastien, Stevie, je suis content du coup qu'on soit réunis aujourd'hui. Avant de commencer, je vais vous laisser vous présenter parce que vous le ferez sûrement mieux que moi. Du coup, je suis Adèle, je travaille chez Green Gut. Et en fait, chez Green Gut, qu'est-ce qu'on fait? On est parti d'un constat simple. Qu'aujourd'hui, il y a une urgence climatique, que les banques traditionnelles prennent des engagements aujourd'hui, mais que finalement, elles font pas grand-chose. Il y a quand même des acteurs sur le marché comme la Nef ou le Crédit Coopératif qui font un travail excellent, mais ils s'adressent à une niche qui est relativement très engagée niveau écologique. Et nous, aujourd'hui, on pense que la transition, elle se fait avec tout le monde. Donc on a créé une appli qui est beaucoup plus simple, plus sympa à utiliser, parce qu'on parle de 2 sujets qui peuvent être assez anxiogènes, donc l'écologie et la finance, et on essaye de l'alléger, de vulgariser les informations. Donc aujourd'hui, chez Green Gut, ce qu'on propose, c'est premièrement un compte courant. On a ouvert les premiers comptes courants il y a 5 mois aujourd'hui. Le compte épargne arrive bientôt à la fin de l'automne. Et relié à un compte courant, vous avez une carte, soit en bois de cerisier, soit en PVC recyclé. Donc je suis arrivée il y a environ 1 an et demi chez Green Gut, pour m'occuper justement de toute la partie Customer Care. Donc quand je suis arrivée, il n'y avait pas encore de pôle, tout était à créer. Et donc depuis, j'ai monté mon équipe Customer Care, avec laquelle on travaille jour après jour pour offrir la meilleure expérience possible à nos membres. Je suis Sébastien, je suis chez De Vialet maintenant depuis 7 ans. J'avais un parcours auparavant qui était déjà dans la relation client, ça fait 20 ans que je navigue dans ces eaux-là. Et donc, chez De Vialet, j'ai construit une partie du service client pour le rendre international, pour pouvoir supporter les clients, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, mais aussi pour accompagner les prospects qui découvrent un peu la marque. On a un marketing qui est assez fort et donc ces appels de curieux, on en a souvent. Donc voilà, De Vialet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui a pour vocation d'élever un peu le son dans le quotidien des gens. Voilà. Pour me présenter rapidement, je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Lectureur, qui a vocation à recruter des intervenants pour des écoles d'enseignement supérieur. Pour le passé, la relation client, j'y suis arrivé notamment en travaillant dans une entreprise qui est aujourd'hui une scale-up qui s'appelle Klaxoon, notamment avec une casquette commerciale. Mais dans le service client, on pourra en reparler. Et par la suite, notamment de créer une équipe en tant que CEO, de créer une équipe au sein d'une startup qui s'appelle Follow, qui fait une gestion de dossier patient, donc de la création du dossier jusqu'à l'accompagnement des médecins, donc avec tous les challenges, care, CSM et d'autres métiers aussi, rapprochés à cette spécificité-là. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de travailler pour une autre entreprise qui s'appelle Olakin, notamment sur l'expérience client, là plutôt de bout en bout. Ok, super. Avant de parler du coup ce que c'est qu'un bon service client, ça pourrait être cool qu'on définisse ce que c'est que le service client, parce que c'est souvent des mots qui font peur, ou en tout cas qui effrayent les consommateurs quand on en vient à parler de ça. Donc est-ce qu'on peut commencer par ça? Comment est-ce qu'on pourrait définir ce que c'est que le service client aujourd'hui? Je pense que c'est une bonne question. Je pense que dans le service client, déjà, tu as plusieurs niveaux de service client, et une réponse assez basique, ça pourrait être l'assistance et l'accompagnement d'une personne lorsqu'elle rencontre une problématique ou qu'elle a une question. Nous, par exemple, chez Green Gut, on fait une différence entre service client et customer care.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un customer care qui va aller un petit peu plus loin que simplement répondre à la demande de notre membre ou d'un potentiel membre. Ça va être réellement de l'accompagner et la manière dans laquelle on va lui répondre va être également très importante. Quelle distinction vous faites entre le support client et le service client, vous ? J'ai pas de séparation entre ces deux services, puisqu'en fait, c'est juste une étape différente dans la vie d'un client ou d'un prospect. Donc en fait, j'ai pas de césure qui dit bon bah là c'est un prospect, donc c'est plutôt le service client qui va s'en occuper, et puis là c'est plutôt un client qui a acheté un produit, donc on va le traiter différemment. En fait, je sais pas, je trouve c'est assez bien en fait d'avoir toujours le même contact, la même personne à chaque moment en fait de sa vie de client ou de sa vie de prospect. Donc j'ai pas de césure, j'ai pas de différence. Ça reste la même personne qu'on peut avoir dès qu'on découvre la marque ou au moment où on a envie d'utiliser différemment son produit. Donc le service client reste là pour tous ces moments-là qui peuvent être des moments difficiles ou des moments plutôt agréables. Et du coup, Stevie, tu aurais des choses à ajouter à ce qu'on vient de dire ? Ouais, bien sûr, avec peut-être une vision un peu plus tech, je dirais que un bon service client, c'est déjà le service qui va prendre en charge la personne, le client, l'entreprise, après qu'il est contractualisé. C'est vrai que on a peut-être, de mon point de vue, tendance à l'oublier, mais c'est un nouveau cycle de vie qui s'engage pour un client ou une entreprise, en fonction du secteur dans lequel on est, avec un objectif principal, de mon point de vue, qui est d'aider le client, en tout cas, à utiliser ou à adopter la solution qu'on a. Et c'est ce qui va, de mon point de vue, l'amener à être satisfait, en tout cas, et potentiellement à vous recommander. Donc, je dirais que c'est ce nouveau cycle de vie-là et qui peut amener, en tout cas, différents métiers. Tu l'évoquais, Adèle l'évoquait aussi, que ce soit d'un point de vue care ou d'un point de vue CSM, comme pouvait aussi l'évoquer Sébastien. Puisque, alors c'est un peu différent, je dirais, d'un point de vue tech, encore que ça dépend des entreprises. On peut se retrouver à avoir des personnes qui vont s'occuper de l'onboarding. Souvent, on va parler de ce terme-là, les premiers pas finalement du client, et des personnes qui vont plutôt intervenir après cette phase-là, notamment pour aider le client sur des sujets plus précis. Et ça n'empêche qu'on peut quand même garder en fil rouge un même interlocuteur, mais qui n'interviendra que sur des problématiques assez précises d'onboarding, d'accompagnement ou d'adoption. Donc du coup, c'est quoi les piliers de votre service client dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez ? Je dirais, je sais pas pour vous, Sébastien, Adèle, mais pour moi déjà c'est les personnes. C'est vraiment les personnes avec lesquelles tu vas travailler et que tu vas choisir pour constituer ton équipe, puisque factuellement c'est eux qui vont être en front avec les clients. Mais moi je serais curieux aussi de savoir comment, du coup, c'est quoi pour vous les autres piliers, Sébastien, Adèle, et comment vous choisissez aussi ces personnes-là. Je te rejoins sur le côté humain. Les personnes qu'on recrute, c'est super important, dans le sens où chaque personne que tu vas recruter va représenter l'entreprise dans laquelle tu travailles. Donc en effet, le côté humain est un des piliers centraux chez Green Got également. Et un des autres piliers du service client qu'on a, ça va être l'écoute. Ça va être globalement comprendre quelle est la problématique, s'il y a une problématique de la personne qui nous contacte, de bien comprendre l'information qu'elle souhaite avoir et donc de lui répondre de manière la plus juste et la plus efficace possible pour qu'une fois qu'elle nous ait contacté, la personne reparte avec toutes les clés en main qu'elle était venue chercher. Donc au-delà du côté humain que tu as évoqué, je rajouterais cette écoute-là, bien comprendre, bien cerner pourquoi une personne nous contacte. Ouais, et donc je suis comme vous, je pense que le recrutement est clé en fait dans un service client. C'est un boulot qui est assez difficile, faut se le dire, quand on a une vingtaine de contacts par je sais pas, par demi-journée avec un client, avec des clients qui sont pas forcément dans une bonne situation. Il faut savoir encaisser ça. Donc c'est une compétence, c'est des choses qu'on n'a pas naturellement, ou si on l'a naturellement, et c'est exactement là où il faut travailler, c'est dans un service client. Donc il y a des bonnes compétences qui sont nécessaires pour faire du service client, l'empathie, l'écoute active, etc. Donc ça c'est clé. Je pense que on peut avoir tous les outils du monde autour sur l'ordinateur d'un conseiller clientèle ou d'un ambassadeur de marque.
s'il n'a pas ses compétences d'écoute ou autre, il risque de pas rester très longtemps ou de pas, ça se verra assez vite dans les résultats de qualité qui sont assez clés dans ce milieu, dans ce métier. Je te rejoins là-dessus sur le côté empathique où les personnes qu'on recrute, je pense que c'est une des principales qualités à avoir aujourd'hui, réussir à se mettre à la place de la personne qui nous contacte et pouvoir aussi adapter son discours en fonction de la problématique d'une personne. Tu as des personnes, on ne connaît pas leur vie, au final, quand elles nous contactent, elles peuvent être stressées, elles peuvent être énervées, elles peuvent être super contentes également, et réussir à cerner ça, être empathique de ce côté-là, pour justement réussir à se caler aussi sur le ton que la personne souhaite recevoir comme message. Et comment vous accompagnez tous les deux, Sébastien, Adèle, justement, vos équipes sur ces skills, je dirais, pour être plus à l'écoute ou plus empathique? Comment est-ce que vous arrivez à faire monter en compétence, peut-être une compétence qui est l'une des moins évidentes? Comment vous accompagnez-vous vos collaborateurs, vos équipes sur ces thématiques-là ou ces sujets-là? Alors, ça fait partie pour moi, c'est le cahier des charges du recrutement. C'est-à-dire qu'en fait, on recrute des gens qui l'ont naturellement, qui ont cette facilité de communication. Alors, c'est pareil en retail, hein, quand on rentre dans une boutique, on sait assez rapidement si on va bien s'entendre avec le vendeur ou non. Donc, cet accueil, etc., ça s'entend assez rapidement dans les entretiens. Et en fait, donc, chez De Vialet, on a quand même des produits qui sont très techniques. Mais quand on recrute des conseillers ou des ambassadeurs, on va juste se concentrer sur le soft skill, en partant du principe que la technicité, ça s'apprend, mais l'empathie, ça ne s'apprendra pas. Donc, si on peut déceler un brin d'empathie qu'on peut faire évoluer, qu'on peut faire grandir, mais si on voit dès les premiers entretiens, dès les premiers rendez-vous que ce n'est pas forcément l'une des capacités du candidat, voilà, assez vite on coupe court au rendez-vous, parce qu'on sait que soit on l'a et on peut faire grandir cette capacité, soit on ne l'a pas, et là c'est assez délicat, ça se coache pas, je crois. En tout cas, c'est mon point de vue. Je suis complètement d'accord avec Sébastien. Le recrutement des personnes de l'équipe, c'est super important. Et en effet, on ne peut pas réellement apprendre l'empathie à quelqu'un. Je suis d'accord qu'on peut la faire évoluer. Il y a plusieurs différentes techniques pour ça. Mais en effet, si dès les premiers entretiens, on se rend compte que l'empathie, elle est relativement basse, on ne va pas non plus continuer sur cette voie-là. Parce que comme De Vialet, chez Green Gut, on parle de sujets assez techniques. En effet, ça s'apprend. Par contre, le savoir-être, c'est beaucoup plus compliqué, ou du moins, ça prend beaucoup plus de temps. Et il n'y a pas réellement de technique. Chaque personne est différente. On est tous des humains et des humaines complètement différents. Et donc, adapter cette technique de formation à chaque personne, ça prend énormément de temps. Alors que inculquer certaines connaissances, c'est beaucoup plus simple. Donc le recrutement chez nous, c'est une étape qui est primordiale et sur laquelle on va passer beaucoup de temps. Et par rapport à ça, il y a combien de personnes du coup dans vos équipes qui sont dédiées au service client? Donc que ce soit chez De Vialet, Green Gut et même toi, Stevie, dans les expériences passées que tu as eues, il y avait combien de personnes dans le service client? Alors nous, chez Follow, on avait un service client qu'on appelle Customer, qui était divisé en 3 métiers. Donc tu avais 9 personnes globalement divisées en 3 métiers. Le premier qui est vraiment le métier de Customer, donc des personnes plutôt en charge à la fois de l'onboarding des clients et puis de l'accompagnement. Ce qu'il faut voir dans ce service-là, il suivait vraiment le cycle de vie d'un client. Je te parlais tout à l'heure de ce nouveau cycle de vie, en tout cas d'un point de vue tech. Nous, il se décomposait en plusieurs étapes. Le premier, finalement, un peu le cadrage, puisque même si ça reste des outils soft, il y a une part de technicité. Bon, on essaie vraiment de comprendre quel est l'objectif du client, pourquoi est-ce que il est venu chez nous, qu'est-ce qu'il attend, pour essayer déjà d'entrée de jeu de matcher au maximum entre ce qu'il veut faire, ce qu'il est capable de faire et là où on peut l'accompagner, pour ensuite avoir une phase d'onboarding qui soit la plus proche possible de ses attentes. Ça ne veut pas dire qu'on l'a déconstruit, ça restait un onboarding commun, un socle. Pour autant, essayer de l'adapter aux attentes du client. Quand je parle d'onboarding, c'est vraiment transmettre un minimum de compétences à votre client pour qu'il puisse être autonome. Ensuite, vous avez une phase d'adoption, finalement, qui, elle, consiste à valider avec le client et avec les outils qu'on a son adoption. C'est-à-dire, finalement,
la valeur qu'il perçoit et l'effort qu'il va être en capacité de faire. C'est avec le moins d'efforts possible, percevoir le plus de valeur, donc l'utiliser. Et en tout cas, être à l'aise. Donc ça, on gardait cette partie-là chez le métier customer. Et puis après, on avait d'autres métiers qui pouvaient intervenir pendant cette phase d'onboarding qui est le DSM, qui a été plutôt spécifique aux médecins, puisque l'une des valeurs ajoutées de Follow, c'était de faire gagner du temps médical aux médecins, notamment en supprimant, en allégeant au maximum le temps administratif, notamment en automatisant une partie de leur correspondance, etc. Et donc on avait une équipe en charge, qu'on appelait DSM, c'est un métier un peu plus technique, en charge de récupérer ces documents-là et finalement de les optimiser pour qu'ils soient automatisés de la meilleure des manières. Donc eux intervenaient aussi pendant cette phase d'onboarding. Et puis par la suite, notamment sur les phases d'expansion, on avait deux métiers qui intervenaient. Le premier, ceux en charge plutôt du care. Donc vraiment, là, c'est de l'assistance en lien avec de la base de connaissances qu'on mettait aussi à disposition des utilisateurs. Et puis finalement, l'équipe CSM, là, qui revenait dans la boucle, plutôt en charge d'accompagnement pour approfondir les usages, mais en lien parfois aussi avec les détections qui ont pu être faites par le service care. Voilà un petit peu pour te donner une vision sur l'organisation. Et sur quels critères vous vous êtes basé pour justement diviser en trois différentes majeures parties le service client dans sa globalité? En fait, c'est vraiment lié au métier du médecin. Là où j'ai un point de vue qui diffère un peu par rapport à vous tout à l'heure, je pense que l'empathie, l'écoute et ces soft skills-là s'apprennent. Ça met plus de temps, c'est sûr, que des hard skills, mais ça s'apprend. Pour vous donner un exemple, j'ai eu l'occasion de travailler avec les équipes, notamment autour dès leur onboarding. Quand eux-mêmes arrivaient dans l'entreprise, on travaillait beaucoup sur l'onboarding et les buyers persona, où l'objectif était que chaque collaborateur qui arrive puisse comprendre comment fonctionne un médecin. Et dans ces trois besoins, en tout cas, ça permet déjà, lorsque je suis au service customer ou j'ai un métier care, et bien de comprendre dans quel état d'esprit peut être un médecin. On travaillait beaucoup avec des spécialistes, c'est une solution dédiée pour les spécialistes. Pour répondre à ta question, il a besoin de trois choses, un médecin, finalement, d'un agenda pour gérer son cabinet, d'un dossier patient dans lequel il va renseigner les informations et des éléments de facturation. Et dans cette compréhension du dossier patient, il y a plusieurs choses qui vont être essentielles. Le premier, c'est l'échange qu'il a avec toi, donc c'est du temps médical, et dans le temps administratif, eh bien, il a besoin de documents. À l'époque, c'était du papier, et donc finalement, on a vraiment essayé de suivre son fonctionnement à lui, pour être plus proche de ce qu'il peut faire. Donc factuellement, c'est partie de documents. On avait un métier spécifique à ça, parce que ça nécessite des compétences, comprendre leur quotidien, comment ils fonctionnent, et puis tout le reste lié à l'efficience de leur cabinet et à ce temps médical, et bien on avait des customers dédiés à ça. Et puis ensuite, dans ces customers, on a vraiment la dissocier en fonction du besoin. Il y a celui qui est nouveau client, qui va avoir besoin finalement de découvrir la solution, d'être accompagné dans ses premiers pas, versus un médecin qui l'utilise déjà et qui a un besoin ponctuel, soit parce qu'il y a une question entrante, soit parce que c'est nous qui faisons du sortant. Donc c'est un peu comme ça qu'on a splitté par rapport à son quotidien. Je ne sais pas si ça répond totalement à ta question, mais ça t'aide à percevoir l'idée. Ouais, merci. Et vous? Nous, chez Green pour le moment, on est une équipe de 4 personnes. On sera bientôt 6. Et en fait, chaque personne qui rejoint l'équipe Care est formée de la même manière. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'une personne qui rejoigne l'équipe puisse répondre à n'importe quelle question posée par un membre ou un ou une potentielle membre. On a vraiment envie qu'aujourd'hui, chaque personne membre de l'équipe Green et du moins du Customer Care puisse accompagner une personne avant même qu'elle soit membre jusqu'à si un jour elle décide de clôturer son compte par exemple, mais qu'elle puisse l'accompagner réellement de A jusqu'à Z pour garder ce côté de proximité. Donc tu contactes le care et c'est tout le temps la même personne qui va te répondre pour créer du lien et pouvoir suivre une personne sur tout son cycle d'utilisateur ou d'utilisatrice. Côté de Vialet, on a une trentaine de personnes sur le consumer. Et alors, ce qui est très structurant, ce sont les langues. Hein. Comme on a des clients au Japon, on a des clients en Chine, etc. Donc, il faut quand même qu'on puisse parler toutes ces langues. C'est ce qui fait qu'on est un peu plus, on est nombreux. Et à côté de ça, on a sur la partie B2B, donc pour
soutenir, supporter un peu le réseau de distribution. On a 4 personnes qui sont un peu éparpillées partout. Donc j'ai une personne en Allemagne, une personne qui se trouve à Taïwan, une personne qui se trouve à Strasbourg et qui fait... enfin 2 personnes pardon, qui font toute l'Europe. Voilà. Mais tout ce qui est vraiment langue structure tout de suite le nombre de ressources. Et voilà, on peut pas... C'est assez difficile de trouver déjà quelqu'un qui parle 2 langues, 3 langues. Alors, quel canal vous utilisez pour votre service client chez Devialet? Principalement du mail, mais ça c'est spontanément quand le client vient vers nous. On passe assez vite vers le téléphone parce qu'on a un réseau de distribution qui fait qu'on ne connaît pas forcément tous nos clients. Et en fait, je pense que le téléphone c'est un bon moyen de faire connaissance avec un prospect, un bon moyen de faire connaissance et de partager un moment agréable avec un client qui a investi du temps et de l'argent dans les produits Devialet. On n'achète pas un produit Devialet comme ça en rentrant dans une boutique, ça prend du temps, on l'a écouté plusieurs fois, etc. Donc c'est une bonne occasion et le canal voix me paraît être le mieux. Après, on a aussi des clients qui sont qui sont au bureau en train de travailler, donc le chat c'est un bon canal pour ça. Il y a un besoin d'immédiateté, mais pas un besoin très engageant de s'arrêter de travailler, prendre son téléphone, attendre un petit peu et laisser le conseiller chercher la bonne réponse. Donc c'est immédiat, mais c'est moins engageant que le téléphone. On fait un peu de réseaux sociaux, même si c'est pas un canal très important chez nous, mais le vrai canal que moi j'aime, c'est le téléphone. Je trouve que ça brise la glace assez facilement pour des clients qui peuvent être un peu anxieux, qui ont besoin peut-être de se sentir à l'aise avec un produit de ce prix-là et qui n'arrivent pas à faire fonctionner correctement, ou même juste dans les phases de découverte. Je trouve que le canal voix reste très rassurant, est toujours très utilisé et on est en train de regarder pour pouvoir faire de la vidéo aussi, parce que c'est pareil, je pense que dans un moment de friction, on peut se parler d'humain à humain avec une vidéo. Je pense que ça détend un peu l'atmosphère, et puis ça peut rassurer aussi certains clients qui ont besoin de ce contact-là visuel, qui ont besoin aussi de voir. Ce sont des produits qu'on aime voir aussi, donc la vidéo pour plus tard. Vous avez déjà fait des tests pour la vidéo? J'en fais moi, je suis en ligne avec certains clients. J'ai eu l'occasion d'appeler un client historique qui a un ampli, alors on a une gamme d'amplis, je vous laisserai regarder sur le site web, on a une gamme d'amplis et donc ce sont des clients très très niches qui sont vraiment dont le hobby c'est vraiment la musique et la consommation de musique. Et donc c'est un client historique qui avait un peu de mal à faire fonctionner son ampli et en fait pour essayer de couper cette distance qu'il peut y avoir, je l'ai fait à travers la vidéo. Donc, je l'ai fait une fois avec lui, je l'ai fait avec d'autres personnes aussi. Et en fait, c'est vrai que les retours du client étaient assez positifs, dans le sens où ça réhumanise un peu l'interaction qu'on peut avoir avec nos clients. Vous, Stevie et Adèle, vous utilisez quoi déjà comme canaux? On utilise plusieurs canaux. On a notamment également le téléphone, de plusieurs manières. Donc soit tu peux réserver un créneau avec une personne membre de l'équipe Care, soit tu peux également nous appeler de 9h à 18h de manière complètement spontanée. Donc on s'engage bien évidemment à y répondre. On va également mettre en avant le chat sur l'application une fois que tu es membre. Il y a pour des questions de sécurité et pour garder cette qualité, ça nous permet de garder un historique. On a bien évidemment le mail, également un chat qui est disponible sur le site internet où là, la réponse doit être ultra rapide. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un potentiel intérêt pour Greengot. Et donc l'idée, c'est de pouvoir créer du lien directement en répondant en moins d'1 minute à cette personne-là pour répondre le mieux possible, encore une fois, à toutes ces questions. C'est les 4 principaux canaux qu'on utilise. On utilise également les réseaux sociaux. Mais ça, c'est réservé à l'équipe communication. Donc l'équipe communication s'occupe globalement de tout ce qui est réseaux sociaux et également de la réponse sur ces différents canaux-là. Donc l'équipe Care, elle est centralisée sur le téléphone, le chat sur l'application, le chat sur le site internet et les emails. Et donc l'idée, c'est toujours de conserver cette proximité-là
contrairement aux banques traditionnelles où la plupart répondent en 48 heures, ce qui est déjà pas mal pour une banque quand on peut voir le nombre de clients et de clientes qu'elles ont. Nous, on s'engage à répondre en moins d'1 heure. Bien évidemment, ça va également dépendre du canal choisi et emprunté. Donc sur le chat, sur l'application, le délai de réponse sera moins important que par email par exemple. Mais l'idée, c'est de pouvoir répondre relativement vite et de la meilleure manière possible. Donc on préfère laisser aujourd'hui le choix à notre membre ou notre potentiel membre, le canal qu'il ou elle préfère, et de ne pas en imposer pour leur confort, tout simplement. C'est vrai que tu l'évoquais tout à l'heure, Léo, dans les différents piliers. Effectivement, il y avait les ressources, l'organisation que tu peux avoir aussi, comment tu vas organiser ton équipe et le fonctionnement. Et dans ce fonctionnement-là, les outils vont aussi dépendre. Et c'est vrai que dans les différentes entreprises par lesquelles j'ai pu passer, on a eu différents canaux. Le téléphone, souvent, qui était le point commun de proximité. Mais avant d'aller plus loin, je voulais juste faire un point sur les temps synchrones et asynchrones. Parce qu'effectivement, on a toujours, ou en tout cas on peut l'oublier, c'est que toutes les questions ne demandent pas une réponse immédiate. On ne peut pas y répondre immédiatement. Donc, dans les différentes entreprises où je suis passé, on n'a pas forcément été jusqu'aux réseaux sociaux parce que les tailles d'équipe à ce moment-là ne le permettaient pas forcément dans un premier temps. Pour autant, lorsqu'on avait ces demandes faites par ces canaux-là, les équipes de communication en charge redescendaient l'information, bien évidemment, auprès du service concerné. Donc sur les temps synchrones, on a beaucoup utilisé le téléphone, même SMS aussi, qui est souvent un moyen très simple quand vous voulez communiquer avec des C-level ou des médecins qui sont en pleine consultation ou dans un bloc opératoire, ou juste avant plutôt que pendant. Vous pouvez très facilement recevoir un SMS pour vous demander, vous poser une question à laquelle vous allez pouvoir répondre. Donc il y a ce premier canal-là. Le deuxième, effectivement, qui était de pouvoir proposer en direct via l'application, comme ça peut être fait avec Crisp, la possibilité à un client de pouvoir vous poser une question en direct. En sachant que bien évidemment, dans sa recherche, nous, on avait fait le choix aussi qu'il puisse avoir la base de connaissances tout au long de la recherche que tu vas taper, la base de connaissances qui puisse déjà en tout cas t'aiguiller. Ce qui permet de faire un premier filtre et aussi peut-être de donner la possibilité en moins d'1 minute, factuellement, moi j'aime beaucoup ce que tu disais Adèle, de pouvoir retrouver chez Green assez rapidement, si tu veux, cette information, répondre au client rapidement, et bien parfois en ayant juste l'article qui est bien construit, avec une vidéo, quelques captures d'écran, et bien ton client peut déjà très vite y répondre. Ce qui était, par exemple pour nous, était une très bonne solution, notamment parce qu'on pouvait avoir des secrétaires. Pour vous donner une problématique, on avait des médecins, ok, lui il sait quand il t'appelle, il a un moment, il a globalement 5 minutes. La différence avec sa secrétaire médicale, sa secrétaire, c'est qu'elle t'appelle, elle a globalement 20 secondes, et les 20 secondes d'après, peut-être le téléphone qui sonne, donc elle n'a plus ton temps. Et donc comment répondre le plus rapidement possible à ces personnes-là, sans pour autant créer de frustration de leur côté, et un autre point qui était ne pas submerger à notre équipe. Moi je me reconnais assez bien dans ce que tu peux dire, Adèle et aussi Sébastien, dans une petite équipe. On a toujours la volonté d'être proche de nos clients, donc le téléphone pour ça c'est une très bonne solution. Pour autant, l'écrit peut te permettre d'engranger plus de volume, d'avoir potentiellement la capacité, si c'est bien organisé, de pouvoir les trier, les présélectionner pour y répondre le plus rapidement possible aussi. Donc il y a ce côté-là où j'aime beaucoup dans le côté asynchrone ou synchrone, même avec l'écrit, que tu peux retrouver par chat, le mail, j'y crois un peu moins. Pour vous donner un exemple, même quand on recevait des mails sur une adresse support classique, eh bien c'était redirigé sous forme de ticketing. Parce que l'autre point pour moi qui est clé dans ces éléments-là, c'est vraiment votre équipe customer globale, qu'elle soit care ou customer qui gère tout ce flux-là. Comment est-ce qu'elle perçoit ces demandes-là? On peut ouvrir 3, 4, 5 canaux pour ses clients, mais de mon point de vue, l'essentiel, c'est que la personne qui va les traiter n'en ait qu'un seul, qui est vraiment une seule voie d'accès pour lui faciliter en fait son quotidien et forcément lui donner plus envie de traiter ces demandes-là et plus rapidement. Par rapport à ce que tu viens de dire, comment est-ce que tu arrives à filtrer une conversation qui doit être asynchrone
qui peut être asynchrone, et une conversation qui doit être synchrone? Tu as différentes façons. La première, déjà, c'est en échangeant avec tes équipes. Déjà, la catégorisation, c'est pas moi, quelque part, ou tout là-haut, qui disait non, on va segmenter de telle ou telle manière. C'était beaucoup plus en échangeant avec les équipes. Finalement, c'est un brainstorming. Ok, parmi les demandes que vous recevez, comment est-ce que vous arrivez à les classer? Je vais te donner un exemple tout bête. On utilisait un outil qui s'appelle Ringover et qui permet en fait ça de téléphonie en ligne, comme il existe plein d'autres, AirCall, etc. Enfin, j'en passe. Ou simplement pour prévoir en fait des temps de rétro qu'on faisait une fois par mois, tu as un tout petit système qui te permet en fait, forme d'étoile, d'encoche validée ou de point d'exclamation, de pouvoir simplement déjà classer tes demandes. Donc on avait commencé par là, finalement en se disant ok, on va définir à quoi correspondent chacune de ces items-là et on va les classer. Ce qui a permis, en fait, lors de la rétro qu'on s'est fait au bout d'un mois, quand l'équipe était constituée, de se dire c'est quoi la typologie de demande que vous avez pu retrouver à ce moment-là, en utilisant aussi HubSpot. Comme il existe plein d'autres, je ne vais pas tous les citer, Pipedrive, etc. Mais de recenser ces quelques demandes-là par rapport au nom du client et de se dire c'était quelle catégorie de demande. Et pour en fait que les équipes elles-mêmes te permettent de définir quelles sont les catégories de tes demandes. Une fois que tu les as, déjà ça te permet de rentrer dedans et de se dire lesquelles on peut traiter plus facilement ou plus rapidement. Et donc c'est aussi là où tes métriques finalement d'équipe vont te permettre de voir dans ces catégories-là qui les traite le plus rapidement. Et donc forcément t'appuyer sur l'expertise, même si le but pour nous Adèle, un peu comme toi, je pars du principe où c'est important dans une équipe que tout le monde puisse répondre aux demandes d'un client, d'avoir une vision globale sur tout son cycle, mais pour autant on est tous humains et chaque personne a des forces et des faiblesses et pouvoir aller s'appuyer en fait sur les forces des uns et le retransmettre au reste de l'équipe. Donc moi pour te répondre, c'était la première étape, c'était celle-là, c'est de catégoriser les demandes et puis ensuite ce que je t'évoquais tout à l'heure, c'est ce système de filtre derrière. Une fois que tu les as catégorisés, tu mets ce système de filtre en place où c'est quelque part ton client qui va lui te donner cette information-là. Alors, c'est jamais vrai à 100%, il y a des fois il se trompe, mais il ne se trompe pas vraiment finalement. C'est comment est-ce que toi tu lui amènes. C'est aussi ça où tu dois te remettre en question. Donc c'est un peu mon point de vue là-dessus. Je ne sais pas pour vous, Adèle, Sébastien, si vous avez fonctionné de cette manière-là et comment vous le catégorisez. Nous également, chez Gringot, on a un système de filtre et de priorisation. Parce que bien évidemment, une demande qui va concerner par exemple une transaction ou une demande de fonctionnalité, on ne va pas la traiter de la même manière et avec la même rapidité. On va bien évidemment répondre à la personne qui rencontre une quelconque problématique avec sa carte ou avec son compte avant de répondre aux demandes informationnelles. Donc en effet, chez Gringot également, on a mis en place ce système de catégories-là. Et tu t'évoquais tout à l'heure le fait de répondre rapidement à la personne, et ça je suis complètement d'accord. Je pense que la réactivité dans un service client, c'est super important, et encore plus en fonction du canal qui est choisi par la personne. Et je pense qu'il y a un autre facteur qui est très important également, c'est l'efficacité de ta réponse. Donc en effet, si tu réponds vite, mais que ta réponse est à côté de la plaque, finalement la personne va revenir vers toi, et ton temps de résolution de ton ticket en lui-même, il va considérablement augmenter. Donc je pense que même si en effet tu n'as pas la réponse immédiate à la demande de ton utilisateur ou ton utilisatrice, lui faire comprendre que tu as bien vu qu'il y avait une demande et que tu reviendras vers lui un petit peu plus ultérieurement avec une réponse qui là va également être efficace. Donc comme ça tu combines l'efficacité de la réponse et également la rapidité. Je voulais rebondir sur ce que Stevie a dit. Le Help Center, c'est un sujet super important aussi chez nous. Avoir une page qui permet au client d'être autonome, c'est quand même assez magique. Ça évite quand même que le client soit dérangé dans son utilisation, ils n'ont pas tous forcément le temps de pouvoir être en contact avec un service client. Donc un Help Center ou des pages avec des articles bien rédigés ou ultra simples, c'est quand même assez orienté client comme outillage. Après, pour les degrés de réponse, la synchrone, on est en train, donc on n'a pas encore cette matrice de définition de ce qui est urgent, ce qui ne l'est pas. En fait, on part du principe que le client, à partir du moment où il a appuyé sur un bouton pour être en relation avec nous, il y a un degré d'urgence sur lequel il faut se baser et commencer à
à être efficace et rapide dans la réponse. Forcément, ça crée un peu de tension pendant les moments de rush, type Noël par exemple, chez nous. Mais donc là, on bosse sur une matrice où on va définir quelles sont les thématiques qui sont vraiment urgentes et en fait, quel canal on va offrir aux clients pour ce genre de situation. Je prends un exemple très simple, un client qui a besoin d'une facture, il n'a pas besoin forcément de la facture dans les secondes qui viennent. Un client qui a un produit qu'il a acheté, qui tout à coup ne marche plus, c'est pas le même degré d'urgence. Donc je préfère être beaucoup plus efficace et rapide et être tout de suite au contact d'un client qui a un problème avec son produit et prendre un peu plus le temps pour répondre à un client qui a un problème sur une facture ou qui aimerait juste obtenir sa facture parce que le site web ne le permet pas immédiatement. Et donc ça, on est en train de le regarder, on est en train de regarder tous les scénarios, de pouvoir identifier quel est le canal le plus adapté pour ce type de demande et y intégrer un service level derrière. C'est-à-dire qu'une demande qui n'est pas grosse sévérité, on n'a peut-être pas besoin de répondre en 24 heures, on peut répondre en 48 heures, ça suffit amplement. Un client qui a en sévérité A, par contre, là, il faut qu'on y réponde immédiatement parce qu'il y a les fonctions premières du produit qu'il a acheté ne répondent plus. Et c'est un sujet qui doit évoluer avec le temps de toute façon parce que les produits évoluent, parce que les besoins évoluent, etc. Mais c'est un exercice assez important qu'on mène pour nous. Je vous rejoins tous les deux, Sébastien et Stevie, sur la base de connaissances qui est super importante parce qu'on parle beaucoup des personnes qui nous contactent, mais également des personnes qui n'ont pas forcément envie de rentrer en relation avec un humain ou une humaine. Donc en effet, avoir une base de connaissances qui aujourd'hui est complète et claire, qui est aussi agréable à lire. Et d'ailleurs, merci Crisp, vous nous permettez d'avoir une FAQ très claire et lisible. C'est une réelle mine de connaissances au final pour nos membres et pour les personnes aussi qui s'interrogent sur ce qu'est Greengot, comment on le fait, quelles fonctionnalités on propose. Donc aujourd'hui, avoir une base de connaissances qui est solide, je pense que c'est un point super important du Customer Care Service, peu importe comment on l'appelle, pour également aussi diminuer le nombre de demandes entrantes qu'on peut avoir et prendre en considération les personnes qui n'ont pas envie de nous contacter. J'ai une question, Sébastien, Adèle. Est-ce que vous, dans vos équipes, vous avez aussi cette base de connaissances internes? Parce qu'on parle souvent aussi de la base de connaissances externe, je dirais, à destination des clients. Est-ce que vous en avez une? Comment elle fonctionne et comment et pourquoi vous l'avez mis en place? Alors oui, on en a une très grosse qui est évolutive, bien évidemment. On utilise Notion. Notion, c'est un petit peu notre outil sacré. On l'a mis en place parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des problématiques qui sont relativement complexes. On fait face à des nouvelles problématiques également mois après mois. Donc en fait, pour avoir le même niveau d'information, que tu fasses partie de l'équipe Customer Care ou que tu fasses partie de l'équipe Greengot, il y a certaines informations qui doivent être accessibles rapidement à tous et à toutes et qui doivent être documentées de la manière la plus simple possible. Donc Notion aujourd'hui nous permet de le faire, nous permet de répertorier par exemple comment répondre à une personne qui nous contacte, mais également comment réagir dans telle ou telle situation. Donc avec des étapes qui sont claires. Étape 1, la personne te contacte avec X questions, X problématiques. Qu'est-ce que tu fais ensuite? En fonction de ce qu'elle te répond, quelle est l'étape d'après? Donc en fait, pour nous, c'était assez primordial que tout le monde puisse avoir accès à la même information au moment où la personne recherche cette information-là et aussi que ça soit ultra simple. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de chercher pendant 10 minutes la réponse à ta question, puisque pendant ces 10 minutes-là, les 10 minutes que tu passes à chercher, c'est 10 minutes que tu ne passes pas à t'occuper de quelqu'un qui a une question pour toi. Donc on s'est bien retrouvé dans Notion et c'est un outil qu'on met à jour quotidiennement, puisqu'on fait également une optimisation de process où on se rend compte qu'il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres, bien évidemment. Donc quotidiennement, on met à jour cette base de données et j'incite mon équipe à aller la consulter assez régulièrement pour pouvoir toujours avoir, être un petit peu comme une appli, être à jour sur les différents process. Nous aussi, on a, et je ne connais pas Notion, je pense que je vais jeter un coup d'œil. Mais on a une base de données interne parce que en fait quand j'ai démarré chez Devialet, on avait 3 semaines de formation pour les ambassadeurs. 3 semaines, c'est énorme. Donc les conseillers connaissaient le produit sous toutes les formes, etc. Mais
après 3 semaines, on n'a peut-être plus envie de parler à un client parce qu'on est un peu lobotomisé. Et donc, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument réduire ce temps et de plutôt apprendre à un conseiller ou un ambassadeur à réagir en face d'une situation et d'aller chercher l'information. Et là, de là est née en fait la base de connaissances interne, puisqu'en fait, en formation, il ne pourra pas tout voir. Et donc, il y a des subtilités qu'on est amené à poster sur le Help Center interne pour pouvoir justement être capable de réagir proprement en face d'une situation particulière. Et le deuxième canal qu'on utilise aussi pour communiquer des choses un peu ad hoc, on utilise Current, qui est une app Google qui va bientôt être décommissionnée d'ailleurs. C'est pour ça que je vais jeter un coup d'œil à Notion. En fait, on a besoin aussi, quand on a un sujet très particulier, par exemple, on est en rupture de stock sur un produit X ou Y, il faut que les conseillers, quand ils sont en ligne avec un client avant-vente, qui veut absolument acheter le produit, il faut qu'on soit capable de lui dire assez immédiatement. Donc il y a un espèce de moment où l'information elle a un degré d'urgence et il faut la délivrer au conseiller le plus vite possible pour éviter justement des erreurs du type pas de problème, on commande, mais on vous rappelle dans 2 jours pour vous dire qu'il n'y a plus de produit. Donc il y a le process tel qu'on veut l'optimiser, tel qu'on veut que le conseiller l'applique. Et de temps en temps, il a besoin de se refresh dessus, donc l'AKB permet ça. Et un canal un peu plus ad hoc qui est un canal de com sur les petites news, les newsletters qu'on va envoyer, à qui on va l'envoyer, etc. Donc on essaie vraiment la communication est assez clé dans ce genre de situation parce que on s'est tous retrouvés une fois au démarrage de nos opérations en face d'un client qui nous dit « Ah, j'ai reçu un mail de votre part et voilà de quoi ça parle. » Et là, on apprend en même temps que le client de quoi ça parle. Bon, et ça, la posture est assez délicate quand on est en face d'un client, quand on essaie d'avoir un positionnement premium ou même un positionnement tout court. C'est assez délicat de dire à un client « Ah bon, vous avez reçu ce mail-là, vous voulez pas me l'envoyer que je jette un coup d'œil ?» Bon, ça fait c'est pas très positif pour le client de se dire ils ont beaucoup de mal à parler entre eux, quoi. Et toi, de ton côté, Steven? Ouais, effectivement, on avait basculé sur Notion. Au départ, on avait commencé avec un outil interne qui avait 2 volontés. La première, au tout départ, l'objectif aussi quand tu recrutes ou que ton équipe grandit, c'est d'essayer d'harmoniser, peu importe, même quand tu es grandi, quand tu es déjà grosse, c'est que tu as un niveau de qualité qui soit commun. Et tu parlais, Sébastien, de niveau premium, même si tu n'arrives pas jusque-là, mais qui est une identité quelque part aussi. Une identité, une ADN où je sais que si je m'adresse à Pierre, Paul, Jacques, Émilie, Emeline, en fait finalement ils ont cette façon de me répondre, d'échanger avec moi, où je reconnais la marque et j'ai plaisir. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs étapes. La première, où on faisait un petit kit un peu de réponses pour le service care. Donc ça, c'était un peu dans l'entreprise. J'aime bien ce petit kit, cette petite fiche. Pourquoi? Pour vous donner un exemple où, vous savez, alors nous, c'est plutôt la tech. En tout cas, dans mon domaine, tu peux très vite arriver à avoir un client qui te dit « ça marche pas ». Ok, mais factuellement, tu sais, de reprendre un peu les bases où qu'est-ce qui marche pas, est-ce que tu es bien sur un ordinateur, si ton app marche sur ordinateur, sur smartphone, etc. Valider peut-être déjà ça. Et parfois, tu sais, on a eu des équipes, moi j'ai des équipes qui me disaient mais je sais plus quoi faire. Et factuellement, en fait, si tu reprends les étapes, il a un ordinateur, quel device il utilise, quel navigateur, est-ce qu'il est connecté à Internet, et tu vas juste te rendre compte que des fois, c'est sa box qui a planté et pas ton application. Tu vois, et donc finalement, et d'avoir toujours un peu ce ton où finalement, quelque part, je balaie déjà un peu les b.a.-ba très rapidement pour m'assurer du sujet sur lequel on parle, et ça fait partie de l'empathie et de l'écoute aussi. C'est-à-dire que je peux écouter, mais je peux aussi te poser les questions pour enlever un certain niveau d'information, que je le fasse de vive voix ou je le fasse aussi via un chatbot qui permet aussi de préqualifier ces demandes-là. Et ça, c'est le côté un peu cool quand on a un bon outil, c'est que je peux vraiment réussir à qualifier tout ça et à faire gagner du temps aux collaborateurs. Et après, cette connaissance interne, elle est utile, qu'elle soit toujours mise à jour régulièrement. Je pense que les temps aussi, pour se poser, se dire qu'est-ce qu'on a fait évoluer, que ce soit, moi j'aimais bien Notion parce que tu peux notifier ton équipe, tu mets un arrobas et tu peux notifier en disant j'ai mis à jour cet élément-là. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Et l'autre point,
pour moi, qui est clé, c'est de pouvoir vraiment échanger entre personnes d'une même équipe, que ce soit le moment où tu es avec un client ou tu ne sais plus, parfois c'est plus rapide de dire à un collègue viens avec moi sur cette conversation-là, si tu as écrit, ou simplement un instant s'il vous plaît, et tu vas aller questionner ton collègue dont tu sais qu'il va être expert, et ça te permet aussi de créer du lien entre tes équipes et de répondre plus facilement et plus rapidement à ton client pour qu'il soit content et satisfait. Tout à l'heure, Adèle, tu parlais de rapidité, tu disais que c'était une mesure importante. Est-ce que vous utilisez des indicateurs de performance ? Déjà, chez Devialet, je serais curieux de savoir s'il y en a, parce que dans une grosse équipe, ça peut être important pour mesurer l'efficacité de l'équipe, justement. J'ai surtout un KPI, un seul et unique, c'est la CSAT. Et après, j'ai plein d'indicateurs au-dessus qui me permettent de comprendre que je vais être ou non à cet indicateur. Donc, il y a forcément le service level, le temps de réponse qu'on attribue par canal, etc. J'ai ça, je suis aussi un peu la HT, le temps de communication, alors c'est DMT en français je crois, mais en vrai je le regarde juste pour sizer les équipes. En fait je suis assez content de passer du temps avec un client comme je disais tout à l'heure. Si on a une DMT qui est à peu près 12 minutes par téléphone, donc c'est plutôt pas mal, parce que justement c'est les moments où on peut briser la glace et on peut parler on peut échanger, on peut partager des titres musicaux, etc. C'est ça que je trouve assez sympa quand on appelle un service client. J'aime comparer ça aux petits marchands de vin qu'on a dans le quartier ou aux petits fromagers qu'on a dans le quartier. En fait, on rentre parce qu'on a un problème ou on a un besoin d'acheter une bouteille de vin parce qu'on a des amis qui viennent ou parce que on a de la famille qui vient. Et en fait, cette conversation-là, elle ne s'arrête pas juste au moment où j'ai acheté ce que je suis venu acheter. Ça va un peu plus loin, on va discuter, vous avez vu, il y a peut-être un événement cette semaine ou ce week-end. Donc c'est très, très informel la manière dont on aime communiquer avec nos clients. Donc ça, c'est pour l'acheter, je le regarde, je dimensionne mes équipes avec, mais ce n'est pas un indicateur. Et après, forcément, ce qui est important, c'est le temps de résolution, parce que la résolution, c'est aussi ce que le client cherche. Il ne cherche pas à avoir cette conversation, elle est intéressante à partir du moment où j'ai répondu à cette demande. Si on reprend le fromager, si vous allez chez votre fromager qui vous parle de sa belle-mère, bon, c'est bien, c'est sympa, mais il n'empêche que vous avez quand même un fromage à acheter. Donc en fait, on va commencer à régler le problème et ensuite on va avoir cette conversation qui est importante. Donc en termes de KPI, la CSAT, ça reste le moment clé. J'ai aussi un peu d'effort client que je regarde parce que Amazon a complètement changé les codes de la manière dont on consomme maintenant. Et en fait, l'effort client, c'est un truc qui permet justement d'être assez à l'aise dans la satisfaction client. Et après, on a aussi un peu de NPS, mais ça, c'est plus corporate et c'est dans des moments dans lesquels on n'a pas forcément besoin du service client. Comment tu mesures l'effort client ? Et à quel moment tu la déclenches, ta CSAT ? L'effort client, en fait, on le mesure, on pose une question dans l'enquête, et je vais pouvoir répondre à Adèle en même temps. En fait, à chaque moment où les clients interagissent avec nous via le service client, on envoie une enquête de satisfaction dans laquelle j'ai ces deux questions, l'effort client, que je vais mesurer sur une petite échelle parce que on n'a pas besoin forcément d'avoir une grosse échelle pour ce type d'indicateur, et aussi la satisfaction client. Donc grosso modo, sur entre 8000 et 12 000 interactions mois, j'ai à peu près 10% de clients qui vont répondre sur ces deux indicateurs, ce qui me permet de savoir si j'étais joignable, parce que l'effort client, c'est aussi ça. Est-ce que j'ai été long à répondre ? Est-ce que ça a été dur de trouver le numéro ou d'accéder au support ? Est-ce que le contenu qu'on m'a donné comme réponse était suffisamment clair ? Et à côté de ça, j'ai la satisfaction client. Donc, c'est vraiment deux choses assez séparées, mais il n'empêche qu'avec un bon effort client, enfin un score faible en effort client, on sait assez vite maintenant que le client sera soit neutre dans la satisfaction client, soit très satisfait. Ok, super. Pour passer à la suite maintenant, de manière très concrète par rapport à tout ce qu'on vient de dire, quel est le parcours de votre client dès lors qu'il vous contacte et qu'il a un problème ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui suit comme étape pour justement arriver à résoudre son problème ? Alors bien évidemment, ça va dépendre de la problématique et du canal utilisé. Si on est contacté au téléphone et qu'on n'a pas la réponse immédiatement, ce qui est possible, des fois il y a des problématiques qui vont nous demander un petit peu de recherche, essayer de comprendre aussi ce qui s'est passé. Donc là, on va
proposer à la personne de la rappeler ou tout simplement, si elle n'est pas disponible, de lui faire un retour par mail. Donc en fait, cette catégorisation de problématiques chez GreenGot, elle va être très importante pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cette personne rencontre cette problématique-là, si on n'arrive pas à le percevoir. Au cas contraire, si on arrive à le percevoir, la personne nous contacte sur n'importe quel canal et là, la réponse va être quasi immédiate. Donc en fait, on passe énormément de temps déjà à catégoriser la demande pour pouvoir ensuite aller chercher l'information où on a besoin d'aller la chercher. Et l'idée, c'est toujours de répondre de manière toujours empathique en fonction de la problématique et de manière aussi assez, chez GreenGot, on est assez proche de notre communauté, de notre membre. L'idée, c'est réellement de créer un lien de confiance avec notre communauté, avec les personnes qui ont choisi GreenGot. Donc ça passe notamment avec chaque échange, chaque résolution de problématique, chaque réponse à une question, on véhicule une image et l'idée derrière ça va être vraiment qu'à la fin, une fois que la personne a eu la solution à son problème, a eu la réponse à sa question, qu'elle se dise d'accord, je les ai contactés, l'équipe a fait le nécessaire, je sais que je peux leur faire confiance et qu'en plus de ça, si demain il m'arrive encore quelque chose, potentiellement, ou que j'ai une question, je vais pouvoir les contacter et ma demande va être traitée de manière efficace. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur laquelle on place une grande importance. Quand la personne nous contacte, elle repart de là satisfaite. Quand bien même on prend du temps à trouver une solution, la personne repartira, quoi qu'il arrive, avec une solution. C'est hyper intéressant, en tout cas sur ce parcours-là. Côté tech, on partageait un peu la même démarche, finalement, entre peu importe le canal par lequel tu contactes. Dans le domaine de la santé, c'est vrai qu'on avait une partie, je dirais les 2/3 qui allaient privilégier le téléphone, parce que besoin d'immédiateté et des réponses à l'instant. Ensuite, finalement, il y avait 2 types de réponses. Soit on arrive à identifier très vite quel est le problème. Et là, premier niveau, on va dire, ça peut être répondu au niveau care. Deuxième niveau, tu as la possibilité, comme tout à l'heure, ce qui est très, très intéressant, c'est de faire intervenir un customer qui a peut-être une vision un peu plus globale sur le compte, sur les problématiques métiers dans la conversation. Et niveau 3, qui est d'un point de vue technique, c'est-à-dire que là, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, on partait finalement de la petite fiche quelque part où j'identifie et j'élimine les problèmes. Moi, ça me rassure au niveau care. Ça me permet de me concentrer sur qu'est-ce que le client veut vraiment, quel est son objectif. À partir de là, de l'objectif, soit j'ai la réponse associée, soit effectivement j'ai un doute et je peux faire intervenir un collègue qui va peut-être m'apporter un autre point de vue ou une autre typologie de solution. Et si je ne l'ai pas, finalement, ni à 2 ni à 3, je pense qu'on équipe toujours plus fort, et bien on sait qu'il y a 2 possibilités. Soit c'est un problème technique, un bug, ou une fonctionnalité qui n'existe pas encore. Et ça, je trouve que c'était assez intéressant parce que ça nous permettait en tout cas de nourrir la roadmap, puisque toutes ces demandes-là derrière étaient classifiées sous forme de tickets. Finalement, c'est une demande qui derrière avait soit une fin de cycle de vie parce qu'elle est résolue, soit était transmise finalement auprès de l'équipe technique, le CTO, le directeur technique, qui allait étudier tout ça pour voir dans quelle catégorie on peut le placer, et une fois que c'est développé, de pouvoir informer le client. Donc ça, je pense qu'il y a ce point-là. Derrière, à la fin de chaque résolution, toujours informer le client en disant ok, on a bien résolu ceci. La petite touche, c'est qu'on essayait toujours de partager la démarche. Typiquement, rendre le client autonome, c'est quelque chose qui était assez important. En plus, quand tu grandis et tu grossis assez vite, c'est comment tu rends ton client plus ou moins autonome, en tout cas jusqu'à une certaine limite. Et après, moi je rejoins assez Sébastien, qui est ce moment informel. Pour moi, quand tu as un client au téléphone, ça doit être un moment où tu es heureux et où tu es content. Parce que quelque part, tu fais ce métier-là aussi pour échanger avec des personnes. Et c'est aussi un très bon moyen, de créer de la relation.
parce que le client a pris le temps de venir à toi et que c'est toujours plus facile quand c'est lui qui vient à toi que quand toi tu vas à lui. Deux, pouvoir le tenir au courant des nouveautés, parce que tu as beau avoir un super outil qui te permet, au-delà du mailing, en plus de l'application dans laquelle tu mets les nouveautés, et ben t'assurer que, ok, est-ce que vous avez vu ces nouveautés-là? Est-ce que ça vous semble utile? Est-ce que vous avez pu vous en servir ou pas? Et puis aussi, de replacer le client dans son cycle de vie, en disant n'oubliez pas qu'on a aussi des temps qui sont dédiés. Alors je parle pour nous, on essaie toujours d'accompagner les clients au-delà, et bien de replacer dans le contexte, alors que ce soit dans la banque, voilà, moi je sais que j'ai eu super conseiller en tout cas jusqu'à présent qui trouvait le moyen quand j'avais un problème de me dire au fait n'oubliez pas vous pouvez avoir votre épargne, etc. Parce qu'aujourd'hui, de ma perception, on arrive beaucoup je parle d'un point de vue tech, mais beaucoup d'entreprises qui vont te dire, on va déléguer la partie upsells ou cross-sells à des équipes customer. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire de la vente additionnelle, on va essayer de vendre des produits complémentaires à nos clients. Pour autant, on essaie de dédier des moments spécifiques à ça. Sauf que quelque part, alors oui, il faut faire du sortant, mais on peut aussi bénéficier de ces moments où on a le client pour pouvoir échanger assez naturellement. Je suis super d'accord avec ça pour Stevie. En fait, pour moi, la vente, c'est une solution, c'est une réponse à un problème en fait. C'est pas juste un moment où on va prendre le téléphone pour aller solliciter des clients ou les prospecter, etc. En fait, c'est quand un client arrive vers toi avec une situation X, en fait, peut-être que la solution, c'est de lui vendre un service complémentaire, c'est peut-être de lui vendre, je sais pas, un accessoire, c'est peut-être de lui vendre un complément de prévoyance, je sais pas, mais pour moi, ça reste une solution. C'est pas un métier séparé du service client. Ça fait vraiment partie du rôle qui est de répondre à une situation et peut-être que la solution, elle se trouve dans un produit complémentaire. En fait, c'est la transition parfaite avec le sujet de ce podcast qui est qu'est-ce que c'est qu'un bon service client. On pourrait voir ici du coup une certaine relation avec par exemple la partie commerciale. Comment est-ce que vous connectez votre service client et les informations qui sont récupérées avec les autres services de l'entreprise? Très simplement, pour moi, je pense que le service relation client, c'est celui qui peut impacter toute l'entreprise. Dans le sens où, une fois que tu as fait ta vente, finalement, tu es en charge, je vais caricaturer un peu, j'en ai fait pendant des années de métier de commercial et je pense que foncièrement on est tous un peu commercial dans l'âme, mais le métier premier du commercial, ça va être de comprendre ton besoin et de te projeter sur la façon dont ça peut se réaliser. Et c'est pour ça qu'il te fait signer un contrat. C'est-à-dire qu'il a réussi à te projeter de manière assez forte, de comprendre ton besoin, de te montrer la solution qui peut être adaptée à celui-ci et de te projeter à la façon dont tu peux l'utiliser. Une fois que ce contrat-là est scellé, finalement cet échange, tu as une équipe derrière qui est en charge de réaliser ton rêve, quelque part. C'est je rêve d'aller à Disneyland, ok, pourquoi, comment, et finalement une fois que tu es à Disneyland, c'est charge à cette entreprise-là de te faire percevoir ton rêve et de te mettre dans l'imaginaire et concrètement te permettre de le toucher du doigt. Quelque part, c'est le rôle de cette équipe customer au sens large, service client, on lui donnera le nom qu'on souhaite. Derrière, cette équipe-là, elle va déjà, faire face à le rêve, à quel point tu t'es projeté versus la réalité. Donc, elle doit t'aider. Donc, elle peut avoir un impact sur l'équipe commerciale pour adapter le discours, déjà. Mais en tout cas, adapter la façon de vendre, puisque tu as aussi la notion de funnel, finalement. C'est remonter cette information-là à l'équipe commerciale, mais aussi à l'équipe marketing pour avoir les bons arguments. Permettre aussi de comprendre, finalement, à quelle étape on doit le donner finalement ce prospect aux commerciaux pour qu'ils puissent finalement le transformer. Donc je pense qu'elles ont ces clés-là. Elles peuvent avoir un impact sur l'équipe bien sûr technique, quel que soit le produit, que ce soit dans la tech, dans tout bancaire, pour le faire évoluer, parce que c'est la voix du client quelque part. Et puis d'un point de vue financier et ou organisationnel. Tu l'évoquais tout à l'heure Sébastien, où tu disais on a parfois des demandes pour une facture. Tu vois, donc là tu peux poser une question dans l'organisation finalement qui est de dire est-ce que du fait qu'on reçoive ces demandes là, c'est à nous de les transmettre à l'équipe ADV, administrative financière, ou est-ce que potentiellement on doit faire en sorte que cette équipe là
envoie automatiquement les factures, ou alors est-ce que peut-être on doit avoir un projet qui est peut-être de créer un espace pour nos clients où ils peuvent retrouver cet ensemble d'informations. Peut-être, tu vois, l'application de Vialet en ligne où j'apprends à découvrir mes fonctionnalités, je peux contacter l'équipe support, je peux retrouver mes factures, etc. Donc, pour moi, ça peut vraiment avoir un impact. C'est la voix du client, quelque part en interne, pour avoir un impact sur toutes les équipes, au-delà de celle-ci, que ce soit sur le produit, l'organisation, la vente ou sur le marché. Voilà un peu mon point de vue. Je ne sais pas quel est le vôtre, Sébastien Adel. De mon côté, je te rejoins complètement, parce que tu peux créer la meilleure application, produire le meilleur produit, si au final c'est pas ce que tes consommateurs et consommatrices attendent, et tu auras une insatisfaction assez grande. Donc en effet, moi j'aime bien voir le pôle Customer Care un petit peu comme le pont entre nos membres et nos potentiels membres avec le reste de l'équipe. Donc c'est à notre équipe de collecter les différents feedbacks, qui soient au niveau des différentes fonctionnalités attendues, qui soient au niveau des différentes informations aussi, qui sont les plus demandées, pour ensuite analyser ces différents retours et pouvoir les dispatcher aux services concernés. Donc ça peut être aussi bien le service technique que le service communication, que le service marketing, pour pouvoir, encore une fois, répondre au mieux aux attentes et même parfois anticiper certains besoins, anticiper certaines attentes de nos membres et de nos futurs membres. Et le challenge, c'est également, plus tu as de personnes qui souhaitent, nous dans notre cas, souscrire et ouvrir un compte, ou tu as de plus en plus de clients et de clientes, réussir à toujours collecter ces différents retours, les analyser toujours de manière la plus efficace possible, et ensuite réussir à traduire ça avec des actions plus ou moins concrètes. Je suis complètement aligné. Je trouve qu'on a un rôle assez sympa parce qu'on est plutôt au milieu de tout. On parlait de facture tout à l'heure, donc oui, c'est le site web qui doit fonctionner correctement. Le client n'a pas besoin, normalement, c'est de l'effort client. C'est typiquement de l'effort client. Il n'y a pas besoin de nous pour obtenir sa facture, donc l'IT ou l'administration des ventes ou le website doit être capable de fournir naturellement ce genre d'infos. C'est une fonctionnalité qu'un client demande, mais voilà, on n'est pas obligé de prendre l'engagement de le faire, mais on se le met dans un coin pour plus tard. Enfin, donc c'est assez. Le client va avoir tellement de facettes et le service client reste le point d'entrée pour ses feedbacks et en fait de manière assez neutre. Moi c'est comme ça que je le fais, en tout cas chez De Vialet. De manière assez neutre, je collecte ces informations-là et je les distribue. Et après, charge à chaque responsable de pôle de se dire, ok, l'impact il est important, ou le résultat peut être super positif. Hein. Il a ses critères à lui de décider comment il va faire. Je sonne juste l'alerte quand il y a un sujet qui est vraiment un sujet important, qui génère du trafic, qui peut nous mettre dans une situation assez délicate d'un point de vue image, d'un point de vue produit, d'un point de vue service client, etc. Mais c'est assez sympa de se trouver un peu au milieu de tout ça et de collecter, de se dire, et puis donner un peu son ressenti, parce qu'on est finalement tous un peu clients de nos marques, des entreprises avec lesquelles on travaille au quotidien. Donc voilà, le sujet de la facture, c'est un micro-sujet, mais c'est vrai que c'est un sujet, je ne me sentirais pas à l'aise de commander un produit, je sais pas moi, à la Fnac, et de ne pas recevoir ma facture. Voilà, donc, quand il y a des petits pépins comme ça reste des petits pépins, c'est vrai que les interlocuteurs ont besoin de le savoir. Si on le garde que pour nous, oui, c'est sûr, on va se créer du trafic, et c'est bien, on va avoir plein de gens dans nos équipes, super. Bon, n'empêche que le client à la fin, il va plutôt être mécontent parce qu'il aura passé, il se sera imposé le temps de solliciter le service client pour obtenir juste un document numérique. C'est assez sympa comme rôle, et je pense que c'est aussi ce qui fait la valeur de ces positions de responsable service client, c'est de pouvoir être au centre et de distribuer un peu les choses qui sont à optimiser, à améliorer, mais aussi les feedbacks positifs, parce qu'il y en a. Hein. Alors, on ne parle que des problèmes qu'on doit corriger, mais il y a aussi des moments où les clients nous disent mais c'est trop bien en fait, je redécouvre la musique, merci pour ça quoi. Et voilà, je pense que dans nos métiers respectifs, Adèle, Stevie,
on a ce genre de feedback. On a des gens qui viennent en nous disant super, bon, alors ça, on peut le garder que pour nous si on veut, mais c'est aussi bien pour les gens qui ont participé au projet de leur dire regardez ce qu'on fait. Et si on se lève tous les matins, c'est aussi pour ça. Super. Quels outils vous utilisez exactement pour transmettre ces feedbacks justement ? De notre côté, ça va dépendre à quelle équipe il va falloir faire la remontée. Par exemple, si ça va être à l'équipe produit, nous, de notre côté, on utilise Linear. Ça permet de créer une issue à chaque fois qu'il y a une suggestion, à chaque fois qu'il y a une problématique rencontrée. Avec l'équipe marketing ou avec l'équipe communication, en effet, on va favoriser Notion. Puis on a également des points hebdo pour un petit peu, comme tu en parlais tout à l'heure Sébastien, de pouvoir donner le ressenti aussi des tendances majeures qu'on a pu rencontrer sur cette semaine-là, les questions aussi majoritaires. Et derrière, chaque pôle va pouvoir adapter sa stratégie avec les différentes demandes, qu'elles soient récurrentes ou non, de nos différents membres. Donc on a plusieurs outils, ça va réellement dépendre de la team avec laquelle on communique. Stevie, tu parlais de Slack du coup, toi ? Ouais, alors t'as deux choses, t'as le temps effectivement de partage, t'as le partage global. Je pense que c'est aussi Sébastien l'évoquait, de partage de bonnes nouvelles. Tu vois, ces retours positifs. Je te donne un exemple, on utilisait Slack en interne. Déjà, tous les retours NPS arrivaient dessus, ce qui permet en fait que toute la boîte a le pouls des clients. C'est-à-dire que quand un client n'est pas content, bien sûr qu'on avait pour consigne de dire voilà, il faut absolument qu'on l'ait dans la journée pour essayer de comprendre, creuser. Donc ça, c'était un premier point, mais ça donne aussi la tendance, si tu veux, à tout le monde en disant en fait, vous ne travaillez pas pour moi, service client, vous travaillez pour le client, et ce que je fais, ce que tu fais, ce que nous faisons, a un impact sur un utilisateur en face. Alors, peut-être que pour nous, ça pourrait paraître plus facile, c'est les médecins. Concrètement, son humeur, son état de santé, tout le bien-être que tu peux faire, ça impacte une personne qui pourrait être toi, tes parents, tes grands-parents, ta sœur, tes amis, etc. Donc ça fait déjà un peu plus sens. Mais je pense que c'est quand même quelque chose d'assez normal. Donc déjà de rendre ce truc-là visible, la satisfaction client à toute l'entreprise. Parce que tu as aussi des retours positifs et ça permettait de le partager. Donc Slack nous permettait ce point-là. Ensuite, tu as des points de synchro qui peuvent se faire au board, par exemple, où tu vas avoir les responsables un peu de chaque équipe pour partager à la fois les quelques métriques, mais aussi les problématiques, en tout cas les évoquer, pour après les creuser plus tard si nécessaire. Après, chacun va prendre le point en fonction de son mode de fonctionnement en équipe. Tu as certaines équipes tech qui vont utiliser GitHub, d'autres qui vont utiliser Notion, d'un point de vue marketing, etc. D'autres vont utiliser Klaxoon, par exemple. Donc, tu as vraiment, après l'information, pour moi, l'essentiel, c'est déjà de le partager, de le répertorier, et puis après, chacun en fait un projet ou non dans son besoin. Et l'autre question que j'avais, moi, justement, c'est pour Adèle et Sébastien, c'est quoi la relation que vous avez justement avec les autres responsables d'équipe, et comment vous gérez aussi le moment de friction, parce que voilà, vous avez un client, vous avez envie de satisfaire, qu'il soit content. Alors oui, il y a des moments de friction. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que en l'occurrence, on a le problème avec lequel on a une connexion avec un client et qu'il faut immédiatement résoudre, ou en tout cas, il faut trouver un contournement, une solution. Et il y a le moment où un peu plus long, c'est-à-dire on transmet l'information à un service en leur disant voilà, on est à 17 demandes par jour de ça, il va falloir qu'on le corrige à un moment donné, parce que sinon on va se retrouver dans une situation où on va passer plus de temps à répondre à ça plutôt que d'aller piloter des nouveaux prospects, de passer du temps avec des clients existants. Donc on essaie d'avoir des moments privilégiés avec les équipes satellites. Satellite, c'est peut-être pas le bon mot, mais les équipes qui nous entourent, pour essayer de résoudre ces situations qui nécessitent une réponse immédiate. Parce qu'il y a un client qui est dans une situation et que sans réponse de notre part, il va être très mécontent, il va finir par en parler assez rapidement à des amis, ça accélère le NPS, et enfin, il va finir par vraiment détester la marque, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc ça, ces moments un peu où il faut être efficace, rapide, trouver une solution.
on essaie de les faire en synchro avec des équipes techniques, avec des équipes d'administration des ventes, avec des équipes commerciales. C'est vraiment du ad hoc, ça se traite autour de réunions, etc., qui sont pas planifiées et qui s'organisent juste quand la situation se présente. Et à côté de ça, on a des réunions beaucoup plus récurrentes qui sont en bi-hebdo, en hebdo, etc., dans lesquelles on va partager cette voix du client en disant, bah voilà, on va revenir sur la facture. Tout le monde chez Devialet va croire qu'on a un problème de facture, mais c'est pas vrai, on n'a pas de problème de facture. Si on reprend cette histoire de facture, bah, je quantifie, je transmets aux équipes et je leur dis, voilà où on en est. Est-ce que vous pensez que vous avez un timing pour pouvoir résoudre ça, un OTA, et quand est-ce que je peux dire aux équipes c'est réglé et on peut passer à un problème supplémentaire, parce que bon, c'est sans fin. Voilà, notre métier est sans fin, comme tous les métiers. Et donc ça, c'est plutôt des long runs qu'on fait en récurrent avec les équipes, à juste quantifier et à eux de prendre les décisions de qu'est-ce qui doit être urgent, immédiat, ou qu'est-ce qui doit prendre un peu de temps à être résolu. Donc si je comprends bien, toi tu laisses la priorisation pour limiter un peu le niveau de friction, tu laisses la priorisation aux équipes, aux responsables des différentes équipes autour pour résoudre le problème. Tu transmets, tu laisses prioriser et tu attends plutôt un retour sur les délais. Je dirais comme il y a une partie budgétaire aussi dans la solution, et je ne peux pas imposer à un membre d'une autre équipe de dépenser son argent dans une solution parce que j'ai 3 clients qui ont le problème. C'est assez délicat comme sujet et comme conversation. Donc le mieux, c'est quand même de lui dire, t'es responsable, c'est dans ton titre, t'es manager, donc il y a certainement une raison pour ça. Donc tu es suffisamment aguerri pour pouvoir prendre ta propre décision, dépenser ton budget là où il faut parce qu'on est en face d'une situation complexe. Et si ça ne fait pas partie des priorités, ok, à moi de consommer mon budget d'une autre manière, etc. Quand il y a des points de friction, je pense qu'un des éléments primordiaux, c'est la communication entre les équipes. Alors, mon travail à moi, ça va être de comprendre quel est, on parle c'est vrai, très souvent de problème, le problème que mon membre rencontre, pourquoi il l'a rencontré, et d'essayer de comprendre déjà est-ce que ça vient de chez nous, comprendre quel était le potentiel pattern pour arriver à cette problématique-là, et ensuite, moi, de mon côté, d'essayer de voir si c'est une problématique unique, ou si d'autres membres ont rencontré cette problématique-là, pour derrière, ensuite aller, si on prend cet exemple de problématique, parler à l'équipe technique et appuyer avec des données concrètes. Voilà, aujourd'hui, moi, j'ai cette personne-là qui a rencontré ce problème. On partage énormément aussi une question de ressenti. Donc, est-ce que cette problématique-là, elle bloque complètement l'utilisation de ton application? Est-ce que cette problématique-là, elle est mineure? Est-ce qu'elle est majeure? Et essayer de comprendre aussi combien de personnes ça affecte. En ayant collecté ces différentes données, avec l'équipe produit, on va discuter, et ce qui est assez sympa, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'ils vont vachement écouter aussi, comme ils savent qu'on est la voix de nos membres, ils vont vachement écouter le ressenti et nous ce qu'on pense par rapport à ça. Est-ce que c'est prioritaire ou est-ce que ça peut encore attendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc. Et moi de mon côté, ce qui va m'intéresser, ça va être la complexité technique pour résoudre cette problématique-là. Donc en effet, si c'est une problématique qui est complètement bloquante, c'est-à-dire que tu peux plus utiliser ton application, à mon sens c'est prioritaire et ça doit être résolu dans l'immédiat. Peu importe la complexité technique qu'il peut avoir derrière. Donc dans ces points de friction-là, on met énormément d'accent dans l'équipe Green-Got Générale à énormément communiquer l'un avec l'autre pour comprendre quels efforts ça vous prend, quel effort ça prend au client également, pour essayer de trouver la meilleure solution possible dans chaque situation, et chaque situation a sa propre spécificité et unique, et donc il n'y a pas vraiment de process mis en place hormis l'excellente communication qu'on peut avoir et la réactivité. En effet, Sébastien, tu l'évoquais, de meetings un petit peu qui n'étaient pas du tout planifiés, donc on se dit ok, on se fait un call de suite pour essayer de mettre la situation à plat, comprendre la problématique et quelles actions rapides on met en place aujourd'hui pour justement trouver la meilleure solution. Génial. Je vous propose de finir du coup. C'était super intéressant tous ces points qu'on a abordés. Est-ce que vous voulez chacun à tour de rôle donner, je sais pas,
un endroit où on peut vous retrouver, où on peut retrouver votre travail. Vous pouvez retrouver Green God bien évidemment sur internet. Vous pouvez également venir nous suivre sur Instagram. On fait des vidéos très claires de ce que c'est que le dérèglement climatique, les causes, la finance, etc. Et si plus personnellement au niveau du Customer Care, vous voulez venir voir ce qu'on fait, venez tout simplement parler avec nous sur le chat de notre site internet. Ce sera toujours un plaisir de répondre. Découvrir mon travail, je ne sais pas si c'est ça le plus important. Je pense découvrir les produits de Vialet, c'est ça le plus important. Donc je vous invite à faire un petit tour sur le site de vialet.com, d'aller dans les espaces où vous avez en fait toutes les boutiques, prendre celle qui est la plus proche et faire une écoute. Je pense qu'il n'y a pas mieux si on veut découvrir de Vialet. Et puis si vous avez besoin d'approfondir au-delà de l'expérience qui peut être assez sympa dans nos boutiques ou chez nos partenaires, vous appelez le service client et on vous guidera du mieux possible. Et pour ma part, effectivement, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Et puis, mais mon travail, je ne suis pas sûr que ce soit le plus important. Pour le coup, pour lectureur, c'est très simple, c'est comme le mot intervenant en anglais, donc lectureur, LEUTURER.fr, notamment voilà, pour toutes les personnes, collaborateurs, managers, qui souhaitent à un moment donné transmettre une partie de leur savoir, de leurs compétences acquises. C'est un très bon moyen de redonner à les étudiants, vous êtes rémunéré pour ça, et en plus de ça, c'est aussi de très bons moyens pour à la fois développer une nouvelle compétence de pédagogie, d'empathie, on en parlait tout à l'heure, et aussi bien évidemment pour recruter, que ce soit des stagiaires ou des futurs collaborateurs. Plus on détecte tôt les jeunes talents, plus on a de chance de pouvoir les attirer et potentiellement de les former, en tout cas avec la bonne vision, la réalité de terrain et marché. Donc n'hésitez pas pour ça, et on est présent après sur LinkedIn, le site internet et en tout cas le compte Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous. Et puis pour toute personne aussi, j'en profite qui peuvent être intéressées par ces sujets de customer, il y a une super communauté qui existe qui s'appelle Engage Paris. J'invite à regarder, ils ont un super site internet, il y a des ateliers, des conférences, une communauté aussi où on échange sur pas mal de problématiques. Donc voilà, je sais que je suis aussi sollicité par là, donc n'hésitez pas.